Ma sœur adoptive m'a balancé mon trophée de science à la tête en hurlant « Tu ne mérites pas ça !» et a tenté d'empoisonner ma nourriture parce que j'avais été acceptée à la fac. Quand j'ai imploré ma mère d'intervenir, elle m'a simplement répondu « Ne mets pas tes réussites sous le nez de Chloé ». Puis elle a fini par s'énerver « Si tu veux vraiment le bien de ta sœur, tu dois l'aider à s'en sortir ». Je n'ai rien répliqué. C'était il y a 8 ans. Ce Thanksgiving, ma mère était encore sur ma pelouse à hurler que j'avais traumatisé Chloé une fois de plus. Chez nous, on m'a appris que l'amour, c'était regarder Chloé piétiner mes succès en criant « Tu ne mérites pas ça !» puis tout oublier sans jamais une excuse. Tu comprends? Chloé a aujourd'hui 24 ans. Elle est arrivée chez nous à 15 ans, après avoir été trimballée de famille d'accueil en famille d'accueil, et moi, j'en avais 16. J'ai gagné le concours régional de sciences. J'ai voulu partager ma joie avec elle, espérant qu'on devienne proches. Sa réaction? Elle a attrapé mon trophée en métal et me l'a lancé à la figure. « Tu ne mérites pas ça !» a retenti dans toute la maison avant qu'elle ne s'effondre en larmes. Ma mère me fixait, recroquevillée sur moi-même, et m'a rappelé que c'était de ma faute. Ne lui balance pas tes victoires en pleine figure. Voilà le refrain qui a rythmé 8 ans de ma vie. Puis, un jour de printemps dernier, tout a basculé quand la lettre d'admission à Johns Hopkins est arrivée. Toutes ces années de pression, de doute, de larmes sur mes cours, tout menait à cet instant. J'ai prévenu mes amis, annoncé la nouvelle, commencé à chercher un appart à Baltimore. Pour la première fois, j'étais juste Mia. Pas le problème de Chloé, pas le sacrifice de la famille, juste une future étudiante en médecine qui préparait son envol, jusqu'à l'arrivée de ma mère qui m'a surprise en train de fêter ça. C'est génial, il faut qu'on s'organise pour que ça marche. Elle avait un sourire de façade, mais son regard en disait long, et au bout d'une heure de gentillesse forcée, la vérité est tombée. Bien sûr, Chloé devra venir avec toi. Baltimore a de très bons programmes pour les traumatismes, et elle ne supportera pas ton départ. Je t'aiderai à payer le loyer si tu prends un 2 pièces. Chloé, dans mon appart, avec accès à tout ce qui compte pour moi. Maman, tu sais très bien comment ça se passe quand elle me voit réussir. Ça fait des mois qu'elle n'a pas fait de crise, a-t-elle menti, comme si Chloé n'avait pas réduit en miettes mes livres du MCAT la semaine d'avant. Si tu veux vraiment aider ta sœur, tu dois l'accompagner dans sa guérison. Le passé de Chloé, ma mère ne ratait jamais une occasion de me rappeler ce qu'elle avait traversé. Le souffre-douleur de sa famille d'accueil, pas forcément des coups, mais 1000 petites humiliations. Pas de cadeau d'anniversaire quand la fille biologique avait droit à une fête, des vêtements usés, des bulletins ignorés. Tu ne mérites pas de belles choses, c'était devenu leur rengaine. Maintenant, Chloé en avait fait la mienne. Elle était plus dure que moi, plus froide, mais elle avait quand même un point faible. On pouvait prévoir ses crises. 10 minutes à fixer un objet, et je savais que la tempête approchait. 15 minutes, c'était la catastrophe. J'ai appris à tout cacher, à ne jamais fêter quoi que ce soit devant elle. Mais la fac de médecine, impossible de cacher 4 ans de réussite. Je me souviens de mes 18 ans, quand Chloé est tombée sur mes lettres d'admission. Je ne l'ai compris qu'en m'asseyant à la table, en voyant une fine poudre blanche dans mon assiette. À l'odeur, j'ai su que c'était du poison pour rats. « C'est quoi ce délire? T'es malade ?» ai-je hurlé, fourchette brandie vers Chloé. Elle a explosé de rire, pendant que ma mère m'admonestait de ne pas me vanter, de rester modeste. Là, j'ai compris que ma mère ne niait rien. Elle protégeait le problème. J'ai dit non. Chloé n'aurait rien à faire dans ma résidence universitaire. Elle pourrait m'appeler, venir à Baltimore de temps en temps, et j'ai même proposé de trouver un programme pour elle près de chez nous. Dans ce cas, je ne t'aiderai pas financièrement, a-t-elle asséné. Très bien, je prendrai plus de prêts, ai-je lâché, lasse. Les 2 mois suivants ont été un calvaire. Ma mère a rameuté la famille pour dire que j'abandonnais ma sœur traumatisée. Elle a amené Chloé à la pharmacie où je bossais, sous prétexte de préparer la séparation. Chloé a fixé ma blouse blanche pendant 10 minutes, puis a renversé tout un rayon de médicaments. « Tu ne mérites pas ça !» Ma chef leur a interdit l'entrée. Arrive la semaine de la cérémonie de la blouse blanche. Ma tante m'appelle. « Ta mère a pris des billets d'avion. Elle dit que tu ne peux pas exclure Chloé des grands moments familiaux. Elle passe ses journées à regarder ta photo en blouse blanche sur Internet. » J'ai compris. Ma mère avait passé 8 ans à me faire sentir que le traumatisme de Chloé comptait plus que mon avenir. Chaque sabotage avait droit à son excuse liée au passé. Mais je n'étais plus l'ado qui voulait plaire à tout prix. J'étais une femme qui connaissait sa valeur, prête à se défendre. Alors, j'ai tout planifié. J'ai changé le lieu de la cérémonie sur mes réseaux, annoncé qu'elle avait lieu ailleurs. J'ai contacté l'école, expliqué la situation. Le vigile Douglas a promis de surveiller. J'ai demandé à ma coloc Patricia d'être en alerte. Elle connaissait déjà toute l'histoire. Le matin de la cérémonie, réveil à 5 heures, impossible de fermer l'œil. J'ai récupéré ma blouse blanche que je cachais chez Patricia, parce que j'avais appris à ne jamais rien laisser d'important dans ma chambre. Je me suis changée dans la salle de bain, porte fermée à clé, chaise contre la poignée. Parano? Peut-être, mais essaie de vivre avec quelqu'un qui a déjà tenté de t'empoisonner. Patricia m'a emmenée sur le campus, dans sa voiture. La mienne était trop facile à reconnaître. Je consultais mon téléphone toutes les 2 minutes. 12 messages de ma mère déjà. Toujours les mêmes messages. Où es-tu? Et Chloé est impatiente de te soutenir. Soutenir, évidemment. Comme la fois où elle avait soutenu mes résultats au SAT en mettant en pièces mon relevé de notes. Cette fois, on s'est garé dans un parking différent. Je suis entrée par l'arrière du bâtiment. Douglas m'attendait comme prévu. Il m'a salué de la main. Toujours aucune trace d'elle. J'ai rejoint la salle de préparation, où tous les autres étudiants se pomponnaient, prenaient des selfies,
se recoiffait, comme si c'était la routine. Moi, je me suis posée dans un coin, le regard fixé sur la porte, à guetter. Mon ami Eric est venu me demander si ça allait. J'ai répondu que j'étais juste stressée, sans préciser que ma sœur, capable de tout, pouvait débarquer et tout foutre en l'air. Il n'aurait pas compris de toute façon. Son plus gros drame familial, c'était que son père loupait ses matchs de foot. La belle vie, franchement. À une demi-heure de la cérémonie, mon téléphone s'est mis à vibrer non-stop. Encore maman, cette fois avec des photos d'elles deux devant le mauvais bâtiment, celui dont j'avais parlé sur le site. Elles étaient là, paumées, dehors, Chloé dans une robe de soirée improbable, comme si elle allait au bal de promo. Les messages de maman devenaient de plus en plus hargneux. « Où es-tu? Ce n'est pas drôle. Réponds à ton téléphone maintenant. » J'ai éteint mon portable. Patricia m'a écrit depuis le hall. Race pour l'instant. On a commencé à nous mettre en rang, par ordre alphabétique. Parfait. J'étais perdue au milieu du groupe. Plus difficile à repérer. On s'est dirigé vers l'auditorium, les mains qui tremblaient, mais pas à cause du trac. À cause de cette attente, de cette voix qui ressasse. Tu ne mérites pas ça. La salle était bondée, des parents partout, appareils photo et bouquets à la main. En entrant, j'ai balayé la foule du regard. Je ne les ai pas vus. Peut-être que mon plan avait vraiment marché. On s'est installé sur scène, le doyen a commencé son discours sur le dévouement et le service, mais je n'écoutais que d'une oreille. Je surveillais les portes. Et puis je l'ai vue, pas Chloé, mais maman, à l'entrée du fond, en train de s'énerver contre la sécurité, le visage cramoisi, me désignant du doigt. Douglas ne la laissait pas passer, elle n'avait pas de billet. J'avais oublié de préciser que l'entrée était sur invitation uniquement. Oups. Le doyen a appelé mon nom, je me suis levée, j'ai traversé la scène, récupéré ma blouse blanche, esquissé un sourire pour la photo officielle. Et pour la première fois depuis 8 ans, j'ai célébré une réussite sans avoir peur. Pas de trophée balancé, pas de papier déchiré, pas de poison dans mon assiette. Juste moi, dans ma blouse blanche, prête à commencer ma vie. Après la cérémonie, dehors, j'ai retrouvé Patricia qui rayonnait. Elle m'a annoncé que maman et Chloé étaient arrivées juste après ma remise de blouse. Chloé avait tenté de foncer sur scène, mais la sécurité l'avait stoppée. La même sécurité qui avait empêché maman d'entrer. Maman a fait un scandale, criant à la discrimination et au traumatisme, sous le regard des autres parents. Elles sont parties avant que la police du campus n'intervienne. Sur le chemin du retour, j'ai regardé mon téléphone. 47 appels manqués, plus de 100 messages. Le dernier de maman était sans appel. Rentre tout de suite. Il faut qu'on parle de ton comportement. Mon comportement, bien sûr. Pas celui de Chloé qui avait failli gâcher ma cérémonie. Pas celui de maman qui avait tenté de m'empoisonner. Non, le mien. Je ne suis pas rentrée. Je suis allée chez Eric. Ses colocataires faisaient la fête. J'ai gardé ma blouse blanche toute la soirée, pris des centaines de photos, tout posté sur les réseaux, sans rien cacher cette fois. Je n'allais pas éteindre ma lumière pour ne pas faire d'ombre à Chloé. On a fêté jusqu'à 2h du matin, je me suis endormie sur leur canapé. Au réveil, de nouveaux messages furieux, cette fois de papa. Habituellement, il ne se mêlait pas des drames entre maman et Chloé, mais apparemment maman avait réussi à le monter contre moi. Son message parlait de loyauté familiale et de traumatisme, le refrain habituel avec un autre messager. Je savais qu'il faudrait bien rentrer un jour. Mes affaires, ma voiture, toute ma vie y était. Mais quelque chose avait changé. J'avais résisté, j'avais fui, je les avais devancés, et le ciel ne m'était pas tombé sur la tête. Chloé n'avait pas explosé parce qu'elle n'avait pas eu l'occasion de saccager mon succès. Maman ne m'avait pas renié, pas encore. Patricia est venue me chercher vers midi. On est d'abord passé devant chez moi, histoire de jeter un œil. La voiture de maman dans l'allée, celle de Chloé aussi, rideau tiré. De l'extérieur, tout semblait normal, mais je me doutais bien que l'intérieur était un champ de ruines entre les reproches de maman et la rage de Chloé. On s'est garé un peu plus loin, j'ai envoyé un texto à papa pour dire que je rentrais, il me semblait le moins dangereux. Il a répondu immédiatement. Maman était à son club de lecture, Chloé enfermée dans sa chambre. Rien à signaler. Malgré tout, j'ai demandé à Patricia de m'accompagner. On n'est jamais trop prudente. La maison était d'un calme inquiétant quand on est entré. Papa était dans la cuisine, l'air épuisé. Il a commencé à me faire la morale sur les responsabilités familiales. Je l'ai coupé court. Je venais juste récupérer mes affaires. Son visage s'est fermé. Il m'a demandé si j'étais sérieuse. Oui, je suis montée avec Patricia. J'ai balancé quelques vêtements dans une valise, pris mon ordinateur, mes chargeurs, mes papiers importants. Bref, ce que Chloé ne pourrait pas faire disparaître ou casser. Patricia m'a aidé à charger des cartons dans sa voiture. Papa nous regardait sur le pas de la porte sans rien dire. Sans aider mais sans nous stopper non plus. On touchait au but quand j'ai entendu la porte d'entrée claquer, la voix de maman, cinglante et furieuse, puis des pas précipités dans l'escalier, déterminés. Ce bruit, je le connaissais trop bien. J'ai saisi le dernier carton, filé vers la sortie, mais Chloé était déjà là, plantée dans l'embrasure de la porte, à contempler ma chambre vide. Son visage impassible, c'était presque pire que la colère. Elle m'a lancé un regard, a fixé le carton dans mes bras, puis à nouveau la pièce. Elle s'est immobilisée, a fixé, sans rien dire. J'ai regardé ma montre. 1 minute, 2. Patricia à côté de moi, mal à l'aise. Elle avait entendu les histoires, mais ne l'avait jamais vue en vrai. 3 minutes, 4. Les mains de Chloé se sont mises à trembler. J'ai cru que tout allait exploser. Mais à ce moment-là, il s'est passé quelque chose de bizarre. Au lieu de hurler, au lieu de tout envoyer valser, Chloé a juste fait demi-tour et s'est éclipsée. Elle était retournée dans sa chambre et a claqué la porte. Patricia et moi, on s'est regardés, incrédules.
Ce n'était pas normal. D'habitude, Chloé explosait toujours, systématiquement. Maman est apparue en haut des escaliers, tirée à 4 épingles dans sa tenue de club de lecture, mais le visage complètement déformé par la colère. Elle a jeté un œil au carton qu'on portait, à ma chambre vide, à moi. « Qu'est-ce que tu fais ?» Je lui ai dit que je partais, que j'avais trouvé un logement plus proche de la fac, que j'avais besoin de me concentrer sur mes études. Elle s'est mise à rire, mais pas un rire franc, non, un rire glacial, qui vous file des frissons. Elle a décrété que je n'irais nulle part, que la famille devait rester soudée, que Chloé avait besoin de moi. Je suis passée devant elle avec mon carton, Patricia derrière moi. Maman m'a attrapée par le bras dans l'escalier, si fort que ses ongles se sont plantés dans ma peau. Elle m'a accusée d'être égoïste, de traumatiser Chloé une fois de plus, qu'une fille bien n'abandonne pas sa famille. J'ai réussi à dégager mon bras et j'ai continué sans me retourner. Papa était toujours dans la cuisine, planté devant son café, sans même lever la tête à notre passage. Maman nous a suivis dehors, énumérant tous ses soi-disant sacrifices, toutes les fois où elle nous avait choisis, nous, plutôt qu'elle-même, chaque centime dépensé en thérapie pour Chloé. On a chargé le dernier carton dans la voiture de Patricia pendant que maman restait plantée sur la pelouse, les bras croisés. « Si tu pars maintenant, ne compte pas revenir pour Noël. » Je suis montée dans la voiture, Patricia a démarré, et en partant, j'ai aperçu Chloé à la fenêtre de sa chambre, debout, à nous fixer sans bouger. Ça m'a glacée. Patricia m'a accueillie chez elle quelques jours, sa coloc Sandra n'y voyait pas d'inconvénient. Il y avait un canapé-lit dans le salon, pas le top mais toujours mieux que chez moi. Pendant ces quelques jours, j'ai cherché un appart, vérifié mon compte en banque, fait et refait les calculs avec mes prêts étudiants. Les messages de maman n'ont pas arrêté. Pire, ils ont empiré. Elle est passée de la colère pure à la manipulation, m'envoyant des textos sur Chloé qui ne mangeait plus, qui pleurait toute la nuit, qui demandait pourquoi je la détestais. Un vrai numéro. Spécialité maison. Au bout de 2 jours, j'ai arrêté de lire. Mais puis papa s'est mis à m'écrire. Et ça, c'était du jamais vu. Lui, d'habitude, il restait en retrait. Ses messages étaient différents, inquiets. Il me disait que Chloé avait un comportement étrange, mais pas son bizarre habituel. Non, autre chose. Elle était silencieuse, beaucoup trop silencieuse. Apparemment, elle était restée enfermée 3 jours d'affilée dans sa chambre. J'ai failli craquer, retourner voir comment elle allait, mais Patricia m'a rattrapée, m'a rappelé que c'était sûrement encore une manœuvre, que Chloé avait 23 ans, pas 4, et qu'elle avait des parents pour veiller sur elle. Elle avait raison, je le savais, pourtant la culpabilité me rongeait. J'ai fini par trouver un studio près du campus le 4e jour. Rikiki, mais rien qu'à moi. Le propriétaire, Roy, se fichait complètement de mes histoires familiales. Il voulait juste son loyer et la caution. J'ai signé le bail dans l'après-midi et j'avais enfin un chez moi, mon espace, ma vie. L'installation a été rapide. Je n'avais pas grand-chose. Patricia m'a aidé à récupérer l'essentiel. Quelques meubles d'Emmaüs, de la vaisselle à 1 euro, du linge de lit Carrefour, rien de cher, rien que je regretterais si Chloé me retrouvait et décidait de tout casser. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Voilà, exactement 1 semaine après mon installation, papa a débarqué. Je ne sais pas comment il m'a retrouvée, sûrement à cause des réseaux de Patricia. Elle m'avait tagué sur un selfie de crémaillère, j'aurais dû m'en douter. Papa avait l'air épuisé, des cernes sous les yeux, la chemise froissée, tout le contraire du papa impeccable d'habitude. Il m'a dit qu'il fallait qu'on parle, de Chloé, de maman, de tout. Je l'ai laissé entrer parce qu'au fond, ça restait mon père. Il s'est affalé sur mon vieux canapé et il s'est mis à raconter. Des choses que j'ignorais totalement. L'adoption, les premiers mois de Chloé chez nous, apparemment bien pire que ce que je croyais. Chloé avait tenté de fuguer 6 fois, menacé de se faire du mal, supplié pour repartir en famille d'accueil. Maman m'avait caché tout ça pour que je puisse créer un lien avec ma nouvelle sœur, sans a priori. Raté. Papa m'a expliqué que la psy les avait prévenus. Risque que Chloé se fixe sur moi, qu'elle vive mes réussites comme des attaques, qu'elle se rebelle. Maman avait juré de gérer, de nous protéger toutes les deux, mais à chaque fois, elle a choisi Chloé, et papa l'a laissé faire. Il s'est excusé, vraiment. Il a dit qu'il aurait dû intervenir plus tôt, me protéger aussi, mais maman était persuadée qu'elle pouvait sauver Chloé, qu'avec assez d'amour et de compréhension, tout s'arrangerait. Il a voulu la croire. Et là, il a lâché la vraie bombe. Chloé avait retrouvé mon appartement. Elle est devant, garée dans sa voiture. Ça fait des heures qu'elle attend et qu'elle regarde. Il l'avait suivie, essayé de la faire partir, mais elle ne voulait rien entendre. Elle dit qu'elle a besoin de te voir, de t'expliquer quelque chose. J'ai jeté un œil par la fenêtre. La vieille Honda de Chloé était bien là, garée juste en face, et je distinguais sa silhouette sur le siège conducteur, immobile, fixant mon immeuble. J'en ai eu des frissons. Depuis quand elle était là? Combien de fois j'étais passée devant sans la voir? Papa voulait que je lui parle, pensait que ça pourrait apaiser les choses. Peut-être qu'elle a besoin de tourner la page. Peut-être qu'elle veut s'excuser. Là, j'ai éclaté de rire. Un vrai rire, sans retenue. Chloé, s'excuser? En 8 ans, elle n'a jamais dit pardon. Ni pour le trophée, ni pour le poison, ni pour rien. Mais papa insistait. Cette fois, c'était différent. Chloé n'était pas dans la destruction, mais dans la tristesse. Elle passait son temps à regarder de vieilles photos, à écrire dans un carnet, à aller chez la psy, sans que maman l'y pousse. J'ai dit non. J'en avais fini d'être le punching ball émotionnel de Chloé, fini de cacher mes réussites, fini de vivre dans la crainte. Il pouvait le dire à Chloé, il pouvait le dire à maman, j'en avais terminé. Papa a hoché la tête, vaincu, il a dit qu'il comprenait, puis il est parti.
Je l'ai regardé par la fenêtre rejoindre la voiture de Chloé. Je l'ai vu se pencher à sa fenêtre et je l'ai vu secouer la tête. Il a tenté sa chance à nouveau, mais elle a juste secoué la tête, imperturbable. Il a fini par rejoindre sa voiture et s'en est allé. Mais Chloé, elle, n'a pas bougé. Toujours là, à observer, inlassablement. J'ai essayé de faire comme si de rien n'était, préparer à manger, regarder Netflix, réviser mes cours, mais mes yeux revenaient sans cesse vers la fenêtre. Elle n'avait pas bougé d'un pouce. Même posture, même voiture, même regard insistant. Ça me mettait mal à l'aise, franchement. J'ai songé à prévenir la police, mais qu'est-ce que j'aurais bien pu leur dire? Ma sœur attend dans sa voiture? C'est pas un crime, ça. Vers minuit, j'ai compris que je ne dormirais pas. J'imaginais sans arrêt qu'elle allait s'introduire chez moi, me surprendre en plein sommeil, faire Dieu sait quoi. Alors je me suis installée près de la fenêtre. On se jaugeait, elle me regardait, je la regardais. Un vrai duel silencieux. Personne ne bougeait, personne ne cédait. Jusqu'à ce que je la voie sortir enfin de sa voiture. Là, mon cœur s'est emballé. Elle venait dans ma direction. J'ai saisi mon téléphone, prête à appeler les secours, mais elle n'est même pas entrée dans mon immeuble. Elle s'est dirigée vers l'épicerie du coin, est revenue avec un sac et s'est de nouveau installée dans sa voiture pour recommencer à mes pieds. Ça a duré 3 jours. 3 jours avec Chloé plantée devant chez moi, 3 jours à vérifier chaque fenêtre, à verrouiller chaque porte, à sursauter au moindre bruit. Patricia répétait que je devenais parano, que Chloé avait juste besoin de temps pour digérer tout ça, et que si j'avais vraiment peur, il suffisait d'appeler la police. Mais en vrai, je n'avais pas peur. J'étais juste épuisée. Fatiguée de me cacher, de tout fuir, de laisser Chloé avoir encore la main mise sur ma vie alors qu'elle n'en faisait plus partie. Alors, au 4e jour, j'ai craqué. Je suis sortie, j'ai marché droit vers sa voiture, j'ai frappé à la vitre. Elle a abaissé la fenêtre, lentement. Elle avait les yeux rouges, elle avait pleuré. Chloé pleurait, jamais devant les autres. On s'est regardé longtemps, sans un mot. Puis elle a lâché une phrase qui m'a renversée. « Je sais ce que je t'ai fait ». Pas un mot d'excuse, pas un regret, juste un constat froid. Je ne savais pas quoi répondre, alors je n'ai rien dit. Je suis restée plantée là, au milieu de la rue, face à cette sœur qui m'avait pourri la vie pendant 8 ans, à attendre qu'elle explose, qu'elle se mette à hurler, qu'elle me lance quelque chose à la tête. Mais non, elle a fouillé dans son sac et, réflexe, j'ai tressailli, prête à détaler. Mais elle a juste sorti un carnet qu'elle m'a tendu par la fenêtre. J'ai tout noté là-dedans, tout ce dont je me souviens, tout ce que j'ai fait. Le docteur Martinez dit que ça aide. J'ai pris le carnet, sans l'ouvrir. Je n'avais pas envie de lire la liste de ses méfaits. Elle continuait à parler. Elle m'a raconté qu'elle voyait une psy 2 fois par semaine depuis mon départ. De vraies séances cette fois, pas les réunions de famille où maman la traînait d'habitude. Qu'elle prenait un nouveau traitement, qu'elle faisait des efforts. J'avais envie de rire, de crier, de lui balancer son carnet à la figure. 8 ans d'enfer, et c'est maintenant qu'elle fait des efforts, maintenant que je suis enfin partie, mais je suis restée là, le carnet dans les mains, complètement vidé. Et elle s'arrêtait pas. Elle a commencé à me parler de la famille d'accueil, pas la version de maman, non, la sienne. Comment ils l'avaient d'abord adoptée, aimée pendant 3 ans, puis tout avait changé à la naissance de leur fille biologique. Tu ne mérites pas ça était devenue la rengaine de sa vie, jusqu'à ce qu'elle finisse par y croire. Et puis elle a ajouté, bouleversante, quand je t'ai vue avec ce trophée, heureuse, fière, méritante, j'ai pas supporté. Parce que si toi tu méritais le bonheur, c'est peut-être que le problème venait de moi. Peut-être qu'ils avaient raison sur moi. Je me suis effondrée sur le trottoir, carnet en main, à essayer d'assembler les morceaux. Elle est sortie de la voiture pour s'asseoir à côté de moi, pas trop près, comme si elle avait peur que je prenne la fuite, ou pire, de me refaire du mal. On est resté là, sans un mot, un bon moment. Puis elle m'a raconté la semaine précédente. Comment maman l'avait harcelée au téléphone, en lui répétant que je les avais abandonnés, en lui demandant de venir me chercher, de me ramener à la maison, de me faire entendre raison, de lui rappeler ce qu'est une famille. Mais pour la première fois, Chloé avait dit non. Elle lui avait raccroché au nez, avait bloqué son numéro. Voilà pourquoi elle était venue, pas pour me forcer à rentrer ou pour saboter mon appart, mais pour me prévenir. Maman préparait quelque chose. Elle avait rameuté la famille, rassemblé ses alliés, une sorte d'intervention pour Thanksgiving où tout le monde devait me tomber dessus, me ramener à la maison de force. Chloé m'a montré les échanges sur le groupe familial dont j'avais été exclue, des messages sur les enfants ingrats, sur les devoirs familiaux, sur le fait que j'angoissais maman, que Chloé avait besoin de sa sœur. Tante Linda me traitait d'égoïste. Mon cousin Eric assurait que je le regretterais. Mamie se disait déçue. Mais Chloé, elle, m'avait défendue, devant tout le monde. Elle avait dit que j'avais le droit de vivre ma vie, qu'elle avait eu tort de me faire du mal, que maman devait me laisser partir. Les réponses avaient été violentes. Maintenant, il s'en prenait à elle aussi, la traitait d'ingrate, accusait que je lui montais la tête. J'ai fini par ouvrir le carnet. Des pages et des pages de souvenirs, l'histoire du trophée, les lettres d'admission déchirées, la nourriture sabotée, mais aussi des choses que j'avais oubliées ou jamais su. Les fois où elle m'avait vu réussir et avait été envahie de rage, les fois où elle avait voulu me blesser mais s'était retenue, les fois où elle s'était détestée de me haïr. La dernière note datait de la veille. Mia mérite tout le bonheur du monde. Je le sais maintenant. Je l'ai toujours su. Je n'arrivais juste pas à le ressentir avant. Les médicaments aident. La thérapie aussi. Mais surtout, la voir partir m'a aidée. Elle est libre maintenant. Libre de moi, libre de maman,
libre d'être brillante. J'ai fait au moins une chose bien. Je l'ai laissé partir. J'ai rendu le carnet. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps, de digérer 8 ans de galère. Elle a hoché la tête, m'a dit qu'elle comprenait, qu'elle me laisserait en paix. Mais avant de partir, elle avait encore quelque chose à me dire, au sujet de maman, de ce qui se tramait, de comment je pouvais me protéger. Maman avait appelé l'école, prétextant une urgence, essayant d'obtenir mon emploi du temps, mon adresse. L'administration n'avait rien lâché, mais maman est tenace. Elle avait aussi contacté mon boulot, prétextant que je faisais une dépression, que la famille s'inquiétait. Chloé avait gardé des captures d'écran. Il y avait ces messages où maman détaillait ses petites tactiques. Comment me forcer à rentrer, comment me faire sentir coupable d'être égoïste, comment se servir du traumatisme de Chloé pour m'appuyer là où ça fait mal, comment monter toute la famille contre moi, comment me compliquer la vie jusqu'à ce que je revienne la queue entre les jambes. Mais le plus fou dans tout ça, c'est que Chloé lui mettait des bâtons dans les roues. Elle effaçait certains messages avant que maman ne les envoie, donnait de fausses infos, racontait aux proches que j'étais partie vivre ailleurs, brouillait les pistes. Ma destructrice était devenue mon ange gardien. Tout était sans dessus-dessous. Chloé s'est levée pour partir, m'a assuré qu'elle continuerait à me prévenir si maman montait d'un cran, qu'elle essaierait de la détourner, qu'elle comprendrait si je ne voulais plus jamais la voir. Puis elle est partie, s'est engouffrée dans sa voiture, me laissant là, sur le trottoir, 8 ans de traumatisme sur le dos et un carnet plein de regrets entre les mains. Je suis rentrée et j'ai tout raconté à Patricia au téléphone. Elle a débarqué chez moi avec une bouteille de vin et une boîte de mouchoirs. On s'est installé pour lire le carnet de Chloé, page après page, une vraie décharge de douleur et aussi de reconnaissance. L'histoire d'une fille à qui on a appris qu'elle ne valait rien, qui a fini par retourner la violence contre tout le monde, de mes parents qui la laissaient en faire et de moi qui encaissais. Patricia m'a demandé ce que j'allais faire pour Chloé, pour maman, pour Thanksgiving. Je n'en savais rien. Une part de moi avait envie de pardonner à Chloé. Elle faisait des efforts, elle changeait, elle me protégeait désormais. Mais 8 ans, c'est long. Les traumatismes ne s'effacent pas avec quelques cachets ou des séances chez le psy. Les semaines suivantes ont été calmes. Pas de nouvelles attaques de maman, pas de pièges familiaux, juste moi, la fac et mon petit appart. Je me suis plongée dans mes révisions. Mon premier partiel d'anatomie approchait. J'ai toujours été douée pour bachoter, me concentrer, faire abstraction de tout le reste. C'est comme ça que j'avais survécu à Chloé. Pourtant, je repensais sans cesse à son carnet, à elle qui avait dormi dehors 3 jours, à elle qui avait bloqué maman pour me protéger. Ça n'effaçait rien, ça ne réparait pas les blessures, mais ça voulait dire quelque chose. Peut-être pas le pardon, ni même l'amitié, mais quelque chose. Puis Thanksgiving est arrivé. Le groupe familial était reparti en vrille. Patricia m'a montré des captures d'écran. Tout le monde confirmait sa venue chez maman, prêt à me remettre dans le rang, persuadé de pouvoir résoudre la crise. Chloé avait tenté de les faire changer d'avis, mais ils s'étaient tous retournés contre elle. Pour la première fois depuis des semaines, maman m'a écrit directement, hyper douce. Elle disait qu'elle voulait juste sa fille à la maison pour la dinde, juste la famille, juste parler. Pas de pression, pas de chantage, juste de l'amour. Mais je savais très bien à quoi m'en tenir. C'était son dernier tour de passe-passe. Me faire venir avec 20 personnes dans la maison, me briser, me ramener à la case départ. J'ai répondu que je devais travailler. C'était faux, mais tant pis. Elle a réagi aussitôt. Elle avait vérifié auprès de mon patron. Elle savait que j'étais libre. Elle ajoutait que mentir à la famille, c'était bas, que papa était déçu, que Chloé était anéantie, que je brisais des cœurs. Puis sont arrivées les menaces. Si je ne venais pas, elle débarquerait avec tout le monde chez moi, ferait l'intervention directement dans mon appart, devant tout l'immeuble. Sa grande spécialité, la honte publique, son arme favorite. J'ai paniqué, appelé Chloé sur un coup de tête. Elle a décroché tout de suite. Elle ne bluffe pas, a lâché Chloé. Je l'ai entendu organiser ça. Tante Linda arrive avec son van, ils vont rappliquer chez toi vers midi, faire un scandale, t'obliger à écouter. Je lui ai demandé pourquoi elle m'aidait. Vraiment, pas sur le ton du reproche, juste parce que je voulais comprendre. Elle laisse rester silencieuse un moment, puis a fini par lâcher une phrase que je n'oublierai jamais. Parce que ça fait 8 ans que je t'ai tout pris. Il serait peut-être temps que je te rende quelque chose. On a monté un plan, pas ensemble vraiment, mais chacune de son côté. Elle irait à Thanksgiving, jouerait la fille modèle, tiendrait tout le monde occupé, me laisserait le temps de disparaître pour la journée. Peut-être qu'il finirait par lâcher l'affaire s'il ne me trouvait pas. Peut-être qu'il comprendrait que je ne plaisantais pas. Le matin de Thanksgiving, j'ai fait mon sac à l'aube et quitté mon appart pour aller chez Patricia. Sa famille m'a accueillie à bras ouverts. Sa mère, Sandra, était au courant de l'histoire. Elle m'a dit que je serais toujours la bienvenue, que la famille, ça se choisit. Ce n'est pas qu'une question de sang. J'en ai eu les larmes aux yeux, mais cette fois, dans le bon sens. J'ai coupé mon téléphone, pas envie de voir les messages ni de savoir quand ils arriveraient, pas envie de culpabiliser, juste envie d'un jour de fête normal, sans drame. C'est ce que la famille de Patricia m'a offert. Dinde, farce, tarte, pas de cris, pas de destruction, pas de reproches. Mais le soir, j'ai rallumé mon portable. Il fallait que je sache. 53 appels manqués, plus de 100 messages, des vocaux que je n'écouterai jamais. Le dernier venait de Chloé. Ils sont venus, ils ont vu que tu n'étais pas là, ils sont repartis. Maman prépare une nouvelle offensive. Prudence. Les jours suivants ont été tendus. On s'attendait à la prochaine attaque. Je sursautais au moindre bruit, je guettais les fenêtres. Patricia me disait que je virais à la parano, mais je connaissais maman.
Elle n'abandonne jamais, elle se contente de faire une pause pour mieux revenir à la charge. Elle préparait son prochain coup, puis frapperait encore plus fort. Et puis, j'ai reçu un appel de ma conseillère pédagogique. Quelqu'un s'était fait passer pour moi, prétendant que je devais arrêter la fac pour une urgence familiale, qu'il fallait me désinscrire tout de suite. Ma conseillère avait des doutes. Je venais de réussir brillamment mon partiel d'anatomie. Pourquoi partir maintenant? Je lui ai confirmé que ce n'était pas moi. Elle s'en doutait, elle voulait juste me prévenir. Après, c'est mon proprio, Roy, qui a appelé. Quelqu'un avait tenté de lui faire croire que j'avais fait emménager toute ma famille, que les voisins se plaignaient, qu'il fallait m'expulser. Il était passé vérifier, n'avait rien constaté d'anormal, mais tenait à me prévenir que quelqu'un cherchait à me nuire. Je lui ai expliqué la situation avec ma mère. Il m'a dit qu'il ignorerait les prochains appels. Ensuite, au boulot, on avait aussi appelé pour signaler que j'étais soi-disant malade à répétition. Mon responsable avait failli me virer. J'ai dû lui montrer les messages du groupe familial et tout lui expliquer en détail. Il m'a accordé une seconde chance, mais il a été clair. Au moindre faux pas, c'était fini. Du coup, j'ai commencé à tout archiver. Capture d'écran, enregistrement, tout ce qui pouvait servir de preuve. Chloé continuait à me tenir au courant. Maman, de son côté, avait embarqué tante Linda comme bras droit. Elle parlait de recours juridiques, de contrôle de bien-être, d'intervention forcée, voire de me faire déclarer inapte mentalement. C'était du grand n'importe quoi. J'étais une étudiante en médecine brillante, avec d'excellentes notes, mais maman était au bout du rouleau. J'ai même envisagé de demander une ordonnance d'éloignement. C'est la mère de Patricia qui m'en a soufflé l'idée. Mais ça voulait dire aller au tribunal, les affronter, rendre toute cette histoire publique. Je voulais juste qu'on me laisse tranquille, pouvoir bosser, étudier, vivre ma vie. Pourquoi c'était si compliqué à comprendre pour eux? Et puis, un jour, les lettres sont arrivées. Pas des mails, non, de vraies lettres papier. Chacun des membres de la famille y était allé de son petit mot, tous sur le même ton. Que je faisais souffrir maman, que je laissais tomber Chloé, que j'étais égoïste, cruelle et que je le paierais un jour. Certaines étaient écrites à la main, d'autres tapées à l'ordinateur. Toutes avaient été conçues pour me démolir. Mais celle de Chloé était différente, planquée dans l'enveloppe de tante Linda. Un simple post-it où elle avait écrit « Tiens bon, tu fais ce qu'il faut. Je suis fière de toi ». C'était la première fois depuis 8 ans qu'elle me montrait un peu de fierté, pour quoi que ce soit. Ça m'a plus touchée que toute leur culpabilité réunie. Là, je me suis dit que j'en avais assez. J'ai changé de numéro en douce. À part Patricia et mon boulot, personne n'a eu la nouvelle coordonnée. J'ai loué une boîte postale pour qu'ils ne puissent plus m'envoyer de courrier chez moi. Je garais même ma voiture chaque jour dans un autre parking. Oui, c'était épuisant, mais franchement, c'était toujours mieux que de subir la folie de maman. 2 semaines sont passées sans accroc. J'ai commencé à souffler, à croire qu'ils avaient relâché l'affaire. Peut-être que maman s'était trouvée une nouvelle obsession, ou que Chloé avait réussi à les calmer. J'aurais dû me méfier. Maman était simplement en train de préparer quelque chose de plus radical. Et puis, un mardi, tout est parti en vrille. J'allais en amphi quand je suis tombée sur eux. Maman, papa, tante Linda et 3 cousins, plantés devant la fac de médecine, armés de vraies pancartes imprimées. L'abandon familial est une forme de maltraitance. Chloé a besoin de sa sœur, et la meilleure, honte à Mia. Les étudiants s'arrêtaient, prenaient des photos, commentaient à voix basse. Je me suis éclipsée vers un autre bâtiment et j'ai appelé la sécurité. J'ai raconté le harcèlement. Ils m'ont assuré qu'ils allaient gérer la situation. Mais j'entendais encore maman, par la fenêtre, en train de raconter à tout le monde à quel point sa fille était ingrate, que la pauvre Chloé était traumatisée, qu'elle défendait les valeurs familiales. J'ai envoyé un SMS à Patricia pour qu'elle m'apporte un sweat à capuche et des lunettes de soleil. Je suis sortie discrètement par l'arrière, comme une voleuse, et j'ai loupé mon cours d'anatomie. J'ai dû envoyer un mail au prof en prétextant une maladie. Il a sûrement compris que je baratinais. Super. Maintenant, maman venait même pourrir mes études. La manifestation a duré 3 heures. La sécurité a fini par les virer quand ils ont commencé à bloquer les portes. Mais le mal était fait. Tout le monde dans ma promo avait vu la scène, entendu les ragots. Je suis passée de l'étudiante lambda à la fille à la famille cinglée. Certains étaient compatissants, d'autres n'attendaient que des histoires à colporter. Ce soir-là, Chloé m'a appelé d'un numéro inconnu. Elle m'a dit que maman comptait revenir le lendemain, avec encore plus de monde, et recommencer tous les jours tant que je ne cédais pas. Elle avait essayé de l'en empêcher, mais maman était complètement partie en vrille, persuadée que me foutre la honte publiquement me ferait revenir. Impossible de revivre ça une journée de plus. Je ne voulais pas que ma future carrière de médecin soit plombée par cette réputation de fille des manifs. Alors j'ai fait ce que je m'étais toujours juré d'éviter. J'ai appelé maman directement, depuis le téléphone de Patricia pour être sûre qu'elle décroche. La conversation a été brève. Je lui ai proposé de se voir dans un café près de la fac, seule, une seule chance pour discuter. Évidemment, elle est arrivée avec papa et tante Linda. J'ai failli faire demi-tour, mais Chloé est entrée derrière, m'a adressé un regard, secoué la tête, articulé, j'ai essayé, avant de s'installer à une autre table, pas loin, histoire d'entendre sans s'imposer, toujours à veiller sur moi à sa manière. Maman a attaqué d'entrée. Comment peux-tu abandonner ta famille? Comment peux-tu faire du mal à Chloé? Comment peux-tu être aussi égoïste? Je l'ai laissé vider son sac pendant 5 bonnes minutes, avec papa qui opinait mollement et tante Linda qui poussait des soupirs indignés. Moi, je sirotais mon café en silence.
Quand elle s'est enfin calmée, j'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré les captures que Chloé m'avait envoyées. Tous les messages où elle tramait de me forcer à rentrer, leur plan pour contacter la fac, leur stratégie pour me compliquer la vie. Maman est devenue écarlate et s'est tournée vers Chloé, furieuse. Mais je n'en avais pas fini. J'ai enchaîné sur le trophée, le poison, les bouquins détruits, toutes ces années de terreur, la façon dont elle avait tout laissé passer, privilégiant toujours le mal-être de Chloé à ma sécurité, systématiquement. Papa avait l'air de tomber des nues. Apparemment, maman lui avait tout minimisé. Tante Linda a tenté de s'interposer, mais je n'ai pas lâché. Puis, j'ai balancé la phrase qui a tout arrêté. Que j'étais arrivée en médecine malgré elle, pas grâce à elle, que chaque succès qu'elle m'avait poussé à cacher m'avait mené là où j'étais, que je deviendrais médecin avec ou sans leur soutien, et que c'était terminé, je ne serais plus jamais le punching ball émotionnel de Chloé. Maman s'est effondrée. Pour une fois, elle a pleuré de vraies larmes, pas celles de la comédie. Elle a dit qu'elle voulait juste aider Chloé à guérir, qu'elle pensait qu'en nous gardant ensemble tout s'arrangerait, qu'elle avait échoué avec nous deux. Pour la première fois depuis des années, elle disait enfin quelque chose d'honnête. Papa a voulu lui prendre la main, elle l'a repoussé. Chloé s'est alors levée, nous a rejoints, a regardé maman droit dans les yeux et lui a dit d'arrêter, que j'avais assez souffert, qu'il était temps de me laisser partir, qu'elle se prenait en main toute seule et n'avait plus besoin de me voir porter sa douleur. À ce moment-là, maman s'est complètement décomposée. Tante Linda n'a pas pu s'empêcher de tenter une dernière manœuvre de culpabilisation en ressortant l'argument de la loyauté familiale. Il était question de pardon, d'avancer ensemble. Chloé a éclaté de rire, un vrai rire cette fois. Elle a demandé à Linda si, à sa place, elle pourrait pardonner à quelqu'un qui aurait empoisonné sa nourriture, brisé toutes ses réussites, et lui aurait fait vivre un enfer 8 ans durant. Linda n'a rien trouvé à répondre. J'ai alors posé mes conditions. Plus de manifestations, plus d'appels à mon école ou à mon travail, plus de lettres ni d'interventions intempestives. J'ai dit que je pourrais envisager de venir à Noël s'ils respectèrent les limites. Sinon, je me tournerais vers la justice pour une ordonnance d'éloignement. J'en avais déjà discuté avec un avocat, j'étais prêt à aller jusqu'au bout. Maman a acquiescé, visiblement épuisée. Papa, lui, a fini par s'exprimer. Je suis fière de toi. Tu as montré plus de force que je n'en ai jamais eu. J'aurais dû te protéger il y a longtemps. Je veillerai à ce que ta mère tienne parole. Ça m'a fait du bien d'entendre ces mots, même si c'était 8 ans trop tard. Il a proposé, on pourrait s'envoyer des messages de temps en temps, juste pour prendre des nouvelles. J'ai répondu, peut-être. Chloé m'a demandé si je voulais bien sortir avec elle, loin de maman et des autres. Dehors, elle m'a tendu une enveloppe en disant « C'est ce que j'ai économisé grâce à mon boulot, pour la thérapie. Il y a de quoi compenser ce que tu as perdu à cause du harcèlement de maman. » J'ai essayé de refuser, mais elle a insisté « C'est la moindre des choses. » Elle m'a confié qu'elle allait déménager, qu'elle avait trouvé une colocation réservée aux adultes ayant vécu des traumatismes, où elle pourrait suivre une thérapie intensive, un endroit où elle ne risquerait plus de blesser qui que ce soit, où maman ne pourrait plus s'en servir contre moi. Elle avait déjà versé la compte, elle partait la semaine suivante. Je ne savais pas quoi dire. On est resté là, un peu gênés, avec 8 ans de douleur entre nous, et peut-être aussi un début de compréhension, ou simplement de la fatigue. Elle a dit « J'espère que tu deviendras une super médecin. Je suivrai ton parcours de loin. Je suis fière de toi. » Puis elle est rentrée, et depuis, je ne l'ai pas revue. Les mois suivants ont été paisibles. Maman a respecté sa promesse. Plus de harcèlement, plus de reproches, juste le silence. Papa m'envoyait parfois des messages anodins, sur la météo ou le chien, sans jamais aborder de sujets sensibles. Il m'arrivait de répondre, brièvement, un pas après l'autre. Peut-être qu'un jour nous aurions une vraie relation, ou peut-être pas. C'était par papa que j'apprenais des nouvelles de Chloé. Elle semblait bien dans sa colocation, suivait une thérapie intensive 3 fois par semaine, avait commencé un nouveau traitement, et l'art-thérapie lui permettait d'exprimer ses émotions sans tout casser. Elle s'était même trouvé un emploi en jardinerie. Elle disait que voir pousser des plantes lui apprenait à prendre soin, au lieu de détruire. Noël est passé, je ne suis pas retournée chez mes parents, je l'ai encore passé chez la famille de Patricia, qui m'avait quasiment adoptée à ce moment-là. Sa mère, Sandra, répétait que j'avais besoin de me reconstruire. Son père, Juan, m'apprenait à jouer au domino. C'était simple, apaisant. Personne ne me criait dessus pour me dire ce que je méritais ou non. J'ai reçu une carte de maman, sobre, où elle avait écrit « Je pense à toi. Je t'aime, maman ». Pas de reproches, pas de manipulation, juste une carte. Je n'ai pas répondu, je n'étais pas prête. Peut-être que je ne le serai jamais, mais je l'ai gardée, rangée dans un tiroir avec d'autres souvenirs compliqués, comme une preuve que les gens peuvent changer, peut-être. Le semestre de printemps a commencé, je me suis plongée dans les études. Anatomie, physiologie, biochimie, tout le programme. J'ai eu d'excellentes notes partout. J'ai même posté une photo de moi en blouse blanche sur Instagram. Publiquement, fière. Plus question de cacher mes réussites. Certains membres de la famille l'ont vu et ont mis un like. C'était peu, mais ça comptait beaucoup. Un vrai progrès. Le jour de mon anniversaire, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Joyeux anniversaire. Tu mérites tout le meilleur. Je savais que c'était Chloé. Je n'ai pas répondu, mais je ne l'ai pas effacé non plus. Je l'ai gardé, comme une preuve que la fille qui criait « Tu ne mérites pas ça » avait enfin changé d'avis. Il aura fallu 8 ans. Un jour, j'ai croisé mon cousin Eric au supermarché. Il s'est excusé pour les messages dans le groupe familial. Je me suis plantée.
On fait n'importe quoi sous la pression familiale. Je suis fière de toi d'avoir tenu bon. On est allé prendre un café, on a discuté. Il m'a appris que maman suivait elle aussi une thérapie, qu'elle affrontait enfin son besoin maladif de sauver tout le monde. L'anniversaire de mon départ de la maison est passé inaperçu. J'avais survécu. Non, mieux. J'avais pris mon envol. Première de ma promo, de vrais amis, un petit appart rien qu'à moi, plus de trophées brisés, plus de nourriture empoisonnée, plus personne pour me hurler dessus. Juste moi, en train de construire la vie à laquelle j'avais toujours aspiré, celle que j'avais longtemps gardée secrète. Patricia m'a organisé un anniversaire tout simple, juste avec les amis les plus proches, mais son toast m'a profondément touchée. Elle a dit « Tu es la personne la plus forte que je connaisse. Te voir t'émanciper m'a inspirée. Tu m'as montré ce que c'est, le vrai courage. Pas se battre, juste refuser de jouer le jeu, s'en aller. » Ce soir-là, papa a appelé. Maman veut s'excuser. Elle a écrit une lettre. Tu veux que je te l'envoie? J'ai accepté. La lettre est arrivée une semaine plus tard. 3 pages où maman reconnaissait ses torts, expliquait comment elle m'avait abandonnée, comment elle avait laissé Chloé agir ainsi, comment elle avait préféré réparer Chloé au lieu de me protéger, à quel point elle regrettait. Je n'ai pas répondu non plus. Je n'étais pas prête à pardonner. Peut-être que je ne le serai jamais, mais je l'ai lu, plusieurs fois. Je l'ai gardé avec la carte de Noël, comme une preuve de changement, de progrès, d'une famille qui, enfin, ne me demandait plus de me sacrifier pour les autres. Pour l'instant, ça me suffisait. La 2e année de médecine a commencé. Les cours étaient un peu plus difficiles, les journées plus longues, mais j'adorais ça. Chaque minute, même les examens stressants, même les révisions interminables. Parce que cette réussite, c'était la mienne, mon futur. Personne ne pourrait me jeter ce trophée au visage. Personne ne viendrait salir mes victoires. Personne ne me dirait plus jamais que je ne le mérite pas.